Alors, le nationalisme. Oui, le nationalisme fait peur. Quand on pense à nationalisme, on pense à racisme, xénophobie, fascisme, homophobie. Quand on voit un nationaliste, on pense qu'il est tout ça à la fois, qu'il est réactionnaire, d'extrême droite, facho. Je vais vous montrer réellement ce que c'est que le nationalisme, et je vais vous montrer que pour quelqu'un qui est de gauche et qui aurait peur d'être nationaliste, il n'est pas obligé d'être tout cela à la fois. Mais avant de vous dire qu'est-ce qu'un nationaliste, qu'est-ce que le nationalisme, il faudrait peut-être définir ce qu'est la nation. Qu'est-ce que la nation? Alors, je prends tout bêtement une définition sur Internet qui dit ceci. Groupe social établi sur un territoire défini et présentant une unité historique, politique et culturelle. Alors, une unité historique, politique et culturelle. Par exemple, effectivement, la France a une unité historique, je dirais une histoire commune multiséculaire, millénaire. Elle est une unité politique cette nation a été fondée sur un État, un pouvoir royal centralisateur, et elle est une unité culturelle parce que tout simplement la France est une nation basée sur un socle culturel commun entre tous ses habitants, bien entendu un socle religieux commun autour du catholicisme, et puis culturel commun bien défini qui est, je dirais, helléno-chrétien, quoi, sur une base gallo-romaine, on va dire. Voilà. Une définition Wikipédia un peu plus poussée dit ceci. Le sens moderne de nation est assez proche de celui de peuple, mais ajoute souvent l'idée d'État, souhaité, autonome ou indépendant. En effet, un peuple peut se concevoir ou non en tant que nation, et à ce titre, se doter ou non de la structure d'un État. On peut ainsi définir dans une acception minimale la nation comme une communauté humaine qui se reconnaît des traits communs, culturels ou ethniques, au nom desquels elle veut constituer une entité politique souveraine. Une entité politique souveraine. Alors il y a un super livre qui a justement traité de la nation. Un petit livre en plus facile à lire, qui est vraiment rapide à lire, facile à lire, très agréable, qui s'appelle « Qu'est-ce que la nation ?» d'Ernest Renan. Alors, ce livre est très intéressant parce que je dirais qu'il s'attaque notamment aux idées reçues qu'ont certaines personnes de la nation, notamment certaines personnes qui pourraient penser que la nation est fondée autour d'une ethnie, d'une race. En fait, c'est absolument pas le cas. D'ailleurs, la nation française et toutes les nations européennes, mais la nation française en particulier, est une chimère ethnique. Donc, elle ne repose pas sur une race, elle ne repose pas sur une ethnie. Voilà, c'est complètement stupide de penser ça. C'est un contresens, en fait, même historique. Ensuite, ce qui est bien effectivement dans le livre d'Ernest Renan aussi, c'est que il va déconstruire ce mythe qu'on a beaucoup en France, mais ce qui est normal au vu de notre histoire, que la nation finalement est fondée autour d'un État centralisateur. Alors c'est le cas de la France est fondée autour d'un État centralisateur fort, elle est fondée d'abord autour d'une monarchie forte, d'un roi, mais les États-Unis d'Amérique constituent une nation. C'est une nation, pourquoi? Parce que l'ensemble de ces États forment une unité politique en fait, avec un président et un droit commun, notamment le premier amendement. Une unité historique, évidemment, puisque les États-Unis ont une histoire et ses habitants ont une histoire commune très forte qui les lie beaucoup entre eux, puis une unité culturelle, évidemment. Alors, aussi étrange, curieux et contre-intuitif que cela puisse paraître, le concept de nation en France est de gauche. En fait, le développement philosophique le plus poussé sur la nation et l'apparente volonté d'en faire une réalité politique radicale viennent de la gauche et l'extrême gauche de 1789. Et n'en déplaise à Mélenchon, il n'y a qu'à lire les discours de Robespierre, très nationaliste et très patriote, pour s'en rendre compte. 1794 arrive, et ce sera la dernière année de Robespierre. Le 5 février, ou 17 pluviose du calendrier républicain en vigueur depuis l'automne précédent, il monte à la tribune pour prononcer un discours capital.
Un discours où il vient exposer à la France ce qu'il veut pour elle. Cet idéal de bonheur qui va au-delà de la politique et qui doit régénérer le genre humain. Quel est le but où nous tendons? La jouissance paisible de la liberté et de l'égalité. Le règne de cette justice éternelle, dont les lois ont été gravées non sur le marbre ou sur la pierre, mais dans le cœur de tous les hommes, même dans celui de l'esclave qui les oublie et du tyran qui les nie. Nous voulons substituer dans notre pays la morale à l'égoïsme, la probité à l'honneur, les principes aux usages, les devoirs aux bienséances, l'empire de la raison à la tyrannie de la mode, le mépris du vice au mépris du malheur, la fierté à l'insolence, la grandeur d'âme à la vanité, l'amour de la gloire à l'amour de l'argent, les bonnes gens à la bonne compagnie, le mérite à l'intrigue, le génie au bel esprit, la vérité à l'éclat, le charme du bonheur aux ennuis de la volupté, la grandeur de l'homme à la petitesse des grands. Un peuple magnanime, puissant, heureux. Un peuple aimable, frivole et misérable, c'est-à-dire toutes les vertus et tous les miracles de la République, à tous les vices et à tous les ridicules de la monarchie. Nous voulons, en un mot, remplir les vœux de la nature, accomplir les destins de l'humanité, tenir les promesses de la philosophie, absoudre la providence du long règne du crime et de la tyrannie. Que la France, jadis illustre parmi les pays esclaves, éclipsant la gloire de tous les peuples libres qui ont existé, devienne le modèle des nations, l'effroi des oppresseurs, la consolation des opprimés, l'ornement de l'univers, et qu'en scellant notre ouvrage de notre sang, nous puissions voir briller au moins l'aurore de la félicité universelle. Voilà notre ambition, voilà notre but. Le 8 Thermidor, ou le samedi 26 juillet 1794, Robespierre monte à la tribune de la Convention et va y prononcer ce qu'il pressent certainement être son dernier discours. Citoyens, que d'autres vous tracent des tableaux flatteurs. Je viens vous dire des vérités utiles. Je ne viens point réaliser des terreurs ridicules répandues par la perfidie. Mais je veux étouffer, s'il est possible, les flambeaux de la discorde par la seule force de la vérité. Je vais défendre devant vous votre autorité outragée et la liberté violée. Je me défendrai aussi moi-même. Vous n'en serez point surpris. Et les mises au point commencent d'entrée. La première est de dénoncer les abus de la terreur. Est-ce nous qui avons plongé dans les cachots les patriotes et porté la terreur dans toutes les conditions? Ce sont les monstres que nous avons accusés. Laissez flotter un moment les rênes de la Révolution. Vous verrez le despotisme militaire s'en emparer et le chef des factions renverser la représentation nationale avilie. Un siècle de guerre civile et de calamité désolera notre patrie, et nous périrons pour n'avoir pas voulu saisir un moment marqué dans l'histoire des hommes pour fonder la liberté. Nous livrons notre patrie à un siècle de calamité, et les malédictions du peuple s'attacheront à notre mémoire qui devait être chère au genre humain. Il s'adresse maintenant directement au peuple. Peuple, souviens-toi que si dans la République, la justice ne règne pas avec un empire absolu, et si ce mot ne signifie pas l'amour de l'égalité et de la patrie, la liberté n'est qu'un vain nom. Souviens-toi
qu'il existe dans ton sein une ligue de fripons qui lutte contre la vertu publique et qui a plus d'influence que toi-même sur tes propres affaires, qui te redoute et te flatte en masse, mais te proscrit en détail dans la personne de tous les bons citoyens. Rappelle-toi que loin de sacrifier cette nuée de fripons à ton bonheur, tes ennemis veulent te sacrifier à cette poignée de fripons, auteur de tous nos maux et le seul obstacle à la prospérité publique. Sache que tout homme qui s'élèvera pour défendre ta cause et la morale publique sera accablé d'avanie et proscrit par les fripons. Que les cris du patriotisme opprimé seront appelés des cris de sédition. Alors évidemment, la nation française, comme je l'ai dit précédemment, existait bien avant la Révolution de 1789. C'est une nation qui s'est construite autour de la figure du roi, très forte et centralisatrice. Le roi lieutenant du Christ. Une nation qui s'est construite sur un socle culturel commun, essentiellement gallo-romain. C'est une nation qui s'est construite sur la religion catholique, sur un baptême, sur le baptême du premier roi de France, Clovis Ier. Le même des premières conquêtes barbares franques. Mais cette nation, elle va dépasser le roi par sa gauche en quelque sorte. Quand la droite disait vive le roi, la gauche disait vive la nation. Il faut bien comprendre que la gauche révolutionnaire s'opposait à l'absolutisme royal. Et donc cette gauche voulait naturellement imposer l'instauration d'un régime parlementaire qui aurait pour rôle de représenter la nation tout entière. Dès la convocation des États généraux le 5 mai 1789 par Louis XVI, les députés du tiers-État, venant presque tous de la bourgeoisie des villes, refusent le vote par ordre. À la fermeture de la salle des menus plaisirs, où se réunissaient les États généraux, ces députés décident de se rassembler dans la salle du jeu de paume en Assemblée nationale. Et ce n'est pas innocent. Avant de continuer, il faut bien comprendre que la Révolution française est une révolution bourgeoise et capitaliste. Ce qui induit de fait que la gauche française est elle-même bourgeoise et in fine capitaliste. Pour sortir un tout petit peu du présent, encore que, tout à l'heure vous aviez évoqué les révolutionnaires bourgeois, enfin la bourgeoisie révolutionnaire, et j'aimerais que vous nous parliez de Robespierre. Alors Robespierre. Alors, puisque en fait, pour expliquer aux internautes, avant que nous démarrions cet entretien, nous avons eu une discussion autour de Robespierre, et j'aimerais que vous exposiez un peu votre point de vue sur le personnage historique. Alors, il faut faire très vite. La révolution capitale. Alors, on a la révolution néolithique. La révolution néolithique fait passer les communautés de lettres au statut de société de l'avoir. C'est-à-dire que dans les communautés de lettres, on a un communisme radical où tout appartient à tout le monde puisqu'il n'y a pas d'appartenance. Et progressivement se créent les sociétés de l'avoir où se met en marche une dialectique appropriative, acquisitive, qui fait surgir l'avoir et qui fait surgir la possession. Là émerge l'argent. Il n'y a pas d'échange dans les communautés de lettres et l'échange émerge dans les sociétés de l'avoir. On bascule très vite aux révolutions capitalistes médiévales du XIIe, XIIIe siècle en Italie. On a donc, dans l'ordre ancien, féodal, monarchique, le capitalisme qui travaille en profondeur dès le début et qui progressivement déstructure de l'intérieur la société classique des économies naturelles qui reposaient sur la rente foncière en leur substituant la rente commerciale puis progressivement la rente industrielle. Et on arrive à cette crise généralisée des monarchies d'Ancien Régime, la Révolution anglaise, la Révolution française. La Révolution française est une révolution capitaliste au sens où, par la loi Le Chapelier, par la disparition des communaux, parce que les sociétés de l'avoir ont détruit les communautés de lettres, mais pendant des siècles, les communaux, ces vastes communautés paysannes où la terre n'appartenait à personne puisqu'elle était le bien commun, ont été des vestiges de ces communautés de lettres qui posaient problème. La révolution capitaliste de 1789 doit à la fois détruire les protections ouvrières des villes et systématiquement, totalement vassaliser les terres des campagnes. Et au moment de la Révolution, on a une classe bourgeoise qui, comme toujours, n'est pas homogène. On a une classe bourgeoise qui est déjà liée au développement qui avait eu lieu dans l'Ancien Régime, par exemple la Gironde,
les Girondins, c'est toute une bourgeoisie d'affaires bordelaise, par exemple, qui travaillait avec déjà un commerce atlantique. Et puis, on a une bourgeoisie bureaucratique, c'est pas par hasard si Robespierre est avocat, qui, par le biais de la Révolution, va acquérir un pouvoir, parce que la Révolution est contractualisation, commercialisation, développement d'une marchandise qui doit créer des alliances de fonctionnement. Et donc il y a deux bourgeoisies. Il y a une bourgeoisie qui est liée encore à l'Ancien Régime et qui s'en émancipe, mais qui était déjà faite avant. Puis il y a une bourgeoisie qui va prendre un essor considérable, une bourgeoisie technocratique. Et c'est le travail qu'a entre autres bien montré Daniel Guérin dans les luttes de classe sous la Première République. On a donc deux bourgeoisies. Une bourgeoisie qui va être relativement tiède, parce qu'elle est encore liée à l'avant, et une bourgeoisie qui va se radicaliser, puisqu'elle veut prendre le pouvoir en liquidant tout l'avant. Et Robespierre, en tant qu'avant-garde de cette avant-garde montagnard, va remplir une double fonction, et il sera d'ailleurs liquidé lorsqu'il aura assumé son travail. Donc, à la fois, et il faut en revenir à Babeuf qui est l'homme de la conjuration des égaux, du communisme le plus radical, qui va décrire le populicide vendéen mis en marche par les robespierristes et simultanément dénoncer la liquidation de la sans-culotterie radicale dans Paris. Donc Robespierre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une masse ouvrière, il y a une masse campagnarde qui s'agite pendant la Révolution. La Gironde est décrédibilisée. Et plus une révolution bouge, plus la bourgeoisie est obligée de sécréter des mouvements radicaux pour contrôler. La bourgeoisie qui fait la révolution de 1789, elle est grillée en 91. Elle doit donc susciter des appareils plus radicaux. En 91, ces appareils sont grillés. Il faut susciter des appareils plus radicaux en 93. Ainsi de suite. C'est exactement comme c'est le SPD en Allemagne en 1914 qui a massacré les spartakistes et Rosa Luxembourg. C'est pas la droite. C'est-à-dire plus une révolution avance, plus les flics sont obligés de se radicaliser pour la briser. Et au maximum de l'incandescence révolutionnaire, ceux qui vont tuer la révolution parlent comme elle, pour la détruire de l'intérieur tout en la détruisant de l'extérieur. Donc la bourgeoisie montagnarde, qui a massacré la sans-culotterie parisienne, comme elle a fait massacrer les Chouans et les Vendéens, qui défendaient leurs communaux. C'est-à-dire qu'il y a un lien logique. Les paysans de l'Ouest défendent leurs communaux contre la mainmise des pâteaux de la bourgeoisie urbaine qui veut approprier les biens publics, qui veut approprier les biens nationaux, et dans le même temps, la sans-culotterie des faubourgs qui se bat dans une misère noire dit mais c'est pas possible, la bourgeoisie girondine, la bourgeoisie montagnarde qui s'est enrichie à nos dépens, on est dans une misère noire. Donc la Révolution doit à un moment donné, pour accoucher du directoire, c'est-à-dire de ce calme plat enfin arrivé, passer par une phase sanguinaire orgiaque où on va liquider les radicaux. Mais pour liquider les radicaux, il faut parler aussi aux radicaux. Donc il faut faire semblant d'être plus radicaux que les pas radicaux. Donc il y a toujours une falsification du discours et de la représentation. Robespierre, c'est l'avant-garde du capital. Et c'est l'avant-garde du massacre de la sans-culotterie parisienne. Donc, lors de la prise de la Bastille, le peuple parisien en insurrection est complètement instrumentalisé, à la fois par la bourgeoisie et la gauche, même la plus radicale, par les figures de Bailly, Lafayette et Camille Desmoulins. C'est d'ailleurs lui, Camille Desmoulins, l'avocat de gauche, qui incite les révoltés à s'armer, et ce sont les gardes nationaux des bourgeois Lafayette et Bailly qui permettent au peuple armé d'entrer dans la Bastille. Cette bourgeoisie a compris que le moment d'agir est venu. Elle a comme arme sa légitimité émanant du peuple et la faiblesse du roi. Le 17 juin, elle y va au culot. Puisqu'elle estime représenter la quasi-totalité du peuple, elle décide de se transformer en Assemblée nationale et planifie la rédaction d'une constitution pour le pays. La révolution vient de commencer. Le roi ne bouge pas, si ce n'est pour prendre acte, et finalement approuver. La bourgeoisie a le sentiment d'avoir gagné. Mais la victoire sera de courte durée. L'approbation du roi était seulement feinte. Pour tenter de reprendre le contrôle de la situation, il fait déployer des troupes autour de Paris. Et surtout renvoie le directeur général des finances, Necker, qui était favorable à la bourgeoisie d'affaires étant banquier lui-même, pour le remplacer par le baron de Breteuil, conservateur acquis à l'aristocratie. Alors la bourgeoisie abat son ultime carte. Le peuple, affamé et en colère.
elle le laisse s'armer pour faire pression sur le roi et l'obliger à céder. C'était les journées des 12, 13 et 14 juillet 1789. Heureux imprévu, le 14, une fois le peuple lâché, celui-ci fera même tomber le symbole de l'absolutisme royal en voulant piller les munitions qui y étaient gardées. Le coup de force est payant, le roi recule, rappelle Necker et éloigne ses troupes. Maintenant, la bourgeoisie devra se débrouiller pour récupérer les armes qu'elle a mises en circulation dans la population. En attendant, elle crée sa milice, habilement appelée Garde nationale, pour se protéger du roi et surtout maintenir l'ordre social. À présent, l'Assemblée est officiellement une Assemblée nationale constituante et va donc doter la France d'une constitution. Parallèlement, elle doit aussi s'occuper des affaires du pays, à commencer par trouver le moyen de renflouer les caisses de l'État. Ce moyen est tout trouvé. On va s'emparer des biens du clergé et les vendre pour faire rentrer de l'argent frais. Dans la rue, la colère n'a pas diminué, et le pain manque toujours. L'émeute menace encore. À l'automne, le peuple de Paris ramène la famille royale au plus près de lui dans la capitale, au palais des Tuileries. L'Assemblée suit le mouvement, ainsi que le club breton, qui s'appellera désormais le Club des Amis de la Constitution, mais que l'usage appellera vite le Club des Jacobins, car s'étant installé dans le couvent des Jacobins. Il va être d'une importance immense pour Robespierre, car plus que n'importe quel organe, ce club où l'on discute en assemblée des affaires du pays va faire l'opinion publique, influencera la politique et va par là même se construire une autorité morale colossale. Robespierre, infatigable, multiplie les interventions à la tribune de l'Assemblée nationale comme aux Jacobins, et n'a de cesse de parler des nécessiteux. Quand le peuple a faim, il s'attroupe, dit-il à ceux qui voudraient oublier la cause des désordres pour seulement les réprimer. Ces interventions, toujours en faveur des plus pauvres, irritent et poussent parfois les autres députés à lui couper la parole. Mais Robespierre insiste. Pour lui, la révolution, si elle a un sens, doit profiter au plus grand nombre, et surtout, doit respecter à la lettre les principes qu'elle proclame. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, disent les constituants. Libres. Pourquoi ne pas avoir aboli l'esclavage ? Ce principe s'efface devant les intérêts du lobby esclavagiste présent à l'Assemblée. Égaux en droit. Dans ce cas, pourquoi avoir prévu que seuls les hommes payant un certain niveau d'impôt auront le droit de voter ? Un système où ceux qui n'ont rien pourraient voter fait peur. Il ne pardonne pas aux constituants de vouloir partager la masse des Français en deux catégories. Ceux qui payent des impôts et ceux qui n'en payent pas. Ceux qui payent des impôts auront seuls le droit d'entrer dans la garde nationale. Inadmissible pour Robespierre. Une garde nationale doit être la nation entière pour défendre les droits de tous, ou alors elle ne sera que le bras armé de la classe aisée. La garde nationale doit donc être ouverte à tous sans distinction sociale. Cette idée qu'il doit développer dans un discours est tellement intolérable qu'une fois de plus, on ne lui laisse pas la parole. Il pourra tout de même lire son discours aux Jacobins. Et il demande de plus que 3 mots soient inscrits sur les uniformes des gardes et sur leurs drapeaux. Liberté, égalité, fraternité. Sans que personne ne le sache, pas même lui, il vient de lancer ce qui deviendra longtemps après la devise de la France. Et alors pourquoi la Bastille ? Parce qu'elle est le symbole de l'absolutisme royal, le roi y pouvant enfermer des prisonniers par simple lettre de cachet. Alors Louis XIV, il y tient une place quand même importante dans cet ouvrage. Qu'est-ce que vous en diriez de Louis XIV ? Parce qu'il est assez contesté forcément aujourd'hui plus qu'à un autre moment, étant donné l'absolutisme de son règne. Mais en fait, il a fait beaucoup de nettoyage en réalité, Louis XIV, si je ne m'abuse.
au sein de son... Moi, parmi les grandes choses, alors bon, il y a le meilleur et le pire. Le pire, c'est les circonstances qu'il veut. Le meilleur, c'est le fruit de la volonté, et le pire, c'est le fruit des circonstances. C'est comme ça que je l'ai découvert, si vous voulez. Parmi les grandes choses qu'a fait Louis XIV, je peux vous en citer une ou deux. Il y a l'interdiction des procès en sorcellerie, excusez du peu. Les bûchers ont arrêté de flamber au royaume de France parce que le roi a dit « j'interdis parce que tel est mon bon plaisir ». C'est ça l'absolutisme. C'est ça l'absolutisme. Oui, mais Majesté, est-ce que... Oui, d'accord, j'ai bien entendu, mais c'est comme ça. Je suis le roi, au-dessus de moi, c'est le bon Dieu. C'est moi qui décide et vous ne discuterez pas. C'est ça l'absolutisme. L'absolutisme, on m'a fait croire que c'était le roi fait ce qu'il veut. C'est absolument faux. Le roi ne fait pas tout ce qu'il veut. Il y a quantité de choses que le roi n'a pas le droit de faire. Morceler son royaume, léguer son royaume à des bâtards. Il y a des quantités de choses que le roi n'a pas le droit de faire. L'absolutisme ne veut pas dire je fais ce que je veux. L'absolutisme dit quand j'ai décidé, à l'aide de mon conseil, à l'aide de mes confesseurs, à l'aide de ma conscience, à l'aide de tous mes agents que j'envoie à travers tout le royaume et qui m'envoient régulièrement des rapports que je fais étudier par des gens que je choisis, etc., etc. Une fois que j'ai décidé, on ne discute plus. Et les pressions pour parler de la chasse aux sorcières, le mot est impropre. Le mot est impropre parce qu'on n'a pas chassé les sorcières. On les a trouvées, on les a pas véritablement cherchées. Mais la décision qui a été prise par Louis XIV d'interdire les bûchers de sorcières a été très violemment contestée par quantité de magistrats qui ont écrit des lettres de supplication au roi, Majesté, Majesté, laissez-nous sévir contre ces affreux. Alors c'était pas des sorcières en l'occurrence, c'était le Parlement de Rouen, je crois, qui voulait brûler une demi-douzaine de sorciers. Alors, incidemment, la chasse aux sorcières est doublement fausse parce qu'on n'a pas chassé, et d'autre part parce que, tenez-vous bien, on a brûlé 2 sorciers pour une sorcière. Ça se dit pas, ça. Ça fait pas longtemps que je le sais, c'était pas dans mon livre, mais je le sais depuis récemment. Donc, en l'occurrence, le Parlement de Rouen voulait brûler des sorciers, et il a supplié le roi qui a dit non! Non, c'est fini, on ne brûlera plus. On ne brûlera plus de sorciers sous mon règne. Et la conclusion de sa lettre patente, hein, de sa décision solennelle, c'est parce que tel est mon bon plaisir. Ça, c'est l'absolutisme. Un autre exemple d'absolutisme, un petit peu précédent chronologiquement, c'est quand le roi, alerté par les... Alors, vous savez, les intendants, c'était des agents, c'était l'équivalent des préfets. C'était les agents envoyés par le roi dans les provinces pour représenter l'autorité, mais surtout pour faire remonter les desiderata, les doléances, les problèmes, enfin la réalité de la province. Donc, toute la réalité de la province passait par les subdélégués envoyés par les intendants ramassaient les informations collectées par les subdélégués, qui envoyaient ça au roi, qui, au conseil des dépêches, lisait, voilà, il y a tel problème ici, il y a par exemple une catastrophe, il y a par exemple un projet de développement de ceci, de cela. On discutait ça en conseil, le conseil qu'on appelle aujourd'hui conseil des ministres, à l'époque c'était ce qu'on appelait le conseil du roi. Il y avait des ministres pour faire des propositions, et une fois que la proposition était faite, si le roi disait oui, c'est d'accord, c'était parce que tel est mon bon plaisir et la décision était prise. Mais ça ne veut pas dire qu'il était tout seul dans sa tour d'ivoire à décider n'importe quoi, on a bien compris. Donc, l'information est remontée par l'intermédiaire. C'était juste au lendemain du procès Fouquet et avant le début de l'abominable affaire des poisons qui a beaucoup secoué le trône, c'est-à-dire au début des années 1660. Je situe ça à peu près, j'espère que je ne dis pas de bêtises, 1665. Des informations sont remontées au Conseil du roi que des abominations avaient lieu en Auvergne par des juges, commises par des juges et des nobles corrompus. C'est-à-dire que en Auvergne, les justiciables n'avaient plus de justice. Or, le roi, il est quand même il est avant tout le premier justicier du royaume. Toute la justice qui est rendue sur l'étendue du royaume est toujours rendue au nom du roi. Donc, si les juges font des malversations, c'est le roi qui est mis en cause. Le roi est alerté que vous avez des seigneurs et des magistrats brigands qui oppriment horriblement la région d'Auvergne. Et le roi décide, après avoir longuement étudié les rapports qui lui ont été communiqués par son ministre, le roi décide d'envoyer ce qu'il a appelé des grands jours. Alors, les jours, c'était les jours de justice. Toute la justice était rendue sur le royaume de France selon des jours de justice, hein, quand le seigneur justicier appelait les justiciables et puis il disait voilà, je décide ceci, cela. Les grands jours, c'est on envoie des magistrats triés sur le volet sur le terrain
envoyés par le roi, et les magistrats ont été choisis par Louis XIV, extraits du Parlement de Paris, parmi les juges les plus probes d'une part, et d'autre part les plus incorruptibles, c'est-à-dire les plus riches également. Il faut comprendre que c'est pas parce qu'ils étaient riches qu'ils ont été choisis, mais c'est parce qu'ils étaient probes et parce qu'ils étaient incorruptibles qu'ils ont été choisis. Donc, on a choisi parmi les plus grands seigneurs, mais des gens de confiance, des gens en qui le roi avait une confiance vérifiée, quoi, incontestable. Donc, c'est une grande caravane de plusieurs centaines de gens, parce qu'il y avait les magistrats, il y avait leur famille, il y avait leur épouse, qui a eu certainement dans les grands jours une importance intéressante. Et ces magistrats, cette grande colonne de magistrats avec femmes et domestiques, ont mis plusieurs jours à arriver en Auvergne. Et quand ils sont arrivés en Auvergne, ils ont dit « Ceci sera la justice du roi. Elle sera gratuite, parce que la justice était payante. » D'ailleurs, elle l'est toujours. Hein. Essayez d'obtenir justice sans déverser un centime. Vous m'expliquerez comment vous ferez. Les magistrats des grands jours sont arrivés en disant « Nous venons rendre ici une justice gratuite, au nom du roi, toutes les doléances non purgées, amenez-les-nous et nous allons les rejuger au nom du roi. » Personne n'a bougé. Personne n'a bougé. C'est-à-dire que les justiciables, odieusement traités par toute cette bande de malandrins, n'osaient pas, parce qu'ils disaient, vous êtes bien gentils les juges des grands jours, mais quand vous serez repartis, c'est nous qui allons subir les... Non. Alors, ce qu'ils ont fait, ils sont allés eux-mêmes dans les campagnes, dans les villages, ils sont partis avec leurs gens, aller dans toutes les petites localités où on pouvait leur dire, voilà, il y a par exemple, tel paysan à qui on a saisi ses bœufs, on veut pas lui rendre, pour une histoire de dette qui conteste. Enfin, les justiciables étaient vraiment à la merci de juges véreux. Les grands jours ont duré de septembre, je crois, à janvier. Ils ont tout purgé. Ils ont tout purgé. Et c'est incroyable. Il y avait un vent d'enthousiasme qui s'est soulevé. La population a été complètement mais transportée de joie. Nous avons un roi. Il y a eu des têtes coupées. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a eu surtout des châteaux décapités, quand on ne pouvait pas décapiter le châtelain, on décapitait le château, des biens saisis, et on peut dire la vengeance, parce que c'est pas la vengeance au sens, disons la justice du roi, ne glissons pas sur les mots à double sens, la justice du roi a été tellement sévère qu'il a suffi de menacer les autres provinces alentours, de leur envoyer des grands jours pour que tout se calme et que tout rentre dans l'ordre. C'est-à-dire que ça s'appelle pas un coup de majesté, c'est l'expression de la justice royale, l'expression autoritaire de la justice royale a été faite de façon tellement grave, sérieuse, sévère et sans compromis, que d'une part, la région d'Auvergne s'est apaisée, la population a enfin pu rentrer dans ses droits et a pu respirer et reprendre ses activités normales. Vous vous rendez compte, si on vous vole et que si vous portez plainte, c'est vous qui allez vous retrouver comme victime. D'ailleurs, ça doit certainement parler à beaucoup de gens aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas demander justice parce qu'ils ont peur que ça se retourne contre eux. C'était le cas à l'époque en Auvergne, et c'est ce que Louis XIV a fait à régler. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire des grands jours d'Auvergne? Eh bien, c'est l'expression de ce que c'est que l'autorité du roi. C'est ça, l'autorité du roi. La Bastille était donc un beau symbole à attaquer pour cette bourgeoisie de gauche qui voyait en la communauté nationale une réserve d'hommes à utiliser pour rendre légitime la destruction de l'Ancien Régime et la victoire de la représentation dite nationale. Représentation mensongère, vous l'auriez compris. Hein. Les bourgeois qui prétendaient représenter le tiers-état tout entier, puis la nation, ne représentaient bien évidemment qu'eux-mêmes et leurs intérêts de classe. La nation est donc un bien joli mensonge dans la bouche de la gauche française. Mais c'est un beau concept. Et je voulais montrer qu'elle était pensée avant tout par la gauche, qui l'a irrémédiablement et naturellement reniée au fur et à mesure du temps par les mécanismes de l'histoire. Dès le début, son nationalisme n'était pas sincère. Alors si la gauche n'est pas nationaliste, évidemment, elle est progressiste par contre, ça c'est sûr. Et donc elle est la meilleure amie du capitalisme, qui s'en sert de levier pour libéraliser les mœurs dans la société. Et ces avancées, qu'on appelle progrès, sont autant de nouveaux marchés juteux pour le grand capital. C'est une révolution du principe de la filiation, qui proclame que le patriarcat est fini. Autrement dit, que la propriété des hommes sur le corps des femmes, ou sur celui de leurs enfants, que ce temps-là est terminé. Que ce qui est vrai, ce n'est pas ce qui procède du biologique,
mais ce qui procède du social et du culturel, c'est-à-dire ce dont nous sommes capables de prendre la charge et d'en délibérer collectivement. C'est donc un grand moment de progrès de la raison humaine auquel nous sommes invités par ce débat. Que la filiation soit un fait culturel et social nous libère de l'entrave d'après laquelle il y aurait une vérité biologique. La nouvelle situation exclurait la présence des hommes. Du père, certes, ça va être formellement le cas sur l'état civil, mais des hommes, non, car le couple de femmes a des frères, a des pères, et peut-être des fois des fils. Donc il y aura des hommes. Ils seront présents tels qu'ils sont. Justement, que sont-ils? Eh bien malin qui peut le dire, parce que ça change d'une génération à l'autre. Le genre masculin est aussi une construction. Et j'ai eu l'impression qu'on l'a présenté comme une essence. Mais pas du tout, pas du tout. Est-ce que l'une quelconque d'entre vous, plus jeune que moi, éduquerait aujourd'hui son fils quand il aurait les larmes aux yeux, en lui donnant une gifle et en lui disant « t'es pas une femme, au moins maintenant tu sais pourquoi tu pleures ». Mais enfin, dans ma génération, c'était courant. Un homme ne pleure pas. On ne pleure pas. Et du coup, on garde ses sentiments. On a appris, on est dressé à les garder pour soi. Je le mentionne parce que souvent, on évoque les dictatures des modèles culturels sur les femmes, mais il faut bien se rendre compte que l'équivalent existe pour les hommes. On doit être comme ci, on doit être comme ça, on doit se comporter de telle manière et de telle autre. Le genre masculin est une construction. Le genre féminin est une construction. La paternité, la filiation est un rapport social. Alors je le dis à chaque fois, mais ces informations sont très peu communiquées, y compris aux patients, aux couples qui veulent recourir à une PMA, alors que c'est quand même des choses lourdes dont il faudrait parler. On a toujours l'impression que la PMA, finalement, c'est quelque chose d'extrêmement anodin, que les traitements hormonaux sont extrêmement anodins, que la PMA et la conception in vitro est extrêmement anodine, alors que tout cela, ça a des conséquences. Alors effectivement, d'abord, on ne dit pas que la PMA, ça ne conduit pas du tout systématiquement et loin s'en faut à la naissance d'un bébé, puisque le taux de réussite, c'est seulement de 30%. Et donc, on fait croire et on donne des illusions, des promesses extraordinaires. Et d'ailleurs, là, le gouvernement voudrait aussi autoriser l'autoconservation ovocitaire, c'est-à-dire dire à des femmes, et d'ailleurs aussi à des hommes, mais dire à des femmes, quand vous êtes jeune, faites conserver vos ovocytes et comme ça vous pourrez faire un bébé éventuellement un peu plus tard, quand vous aurez le temps. Bon, un enfant, d'une certaine manière, c'est jamais le moment, et à 40 ans, en général, on a plus de responsabilités et plus de travail. Mais mettons, le drame, c'est qu'elles vont se reposer sur cette idée que leurs gamètes sont conservés. Et en réalité, au bout du compte, elles ont de très fortes chances de ne jamais avoir d'enfant. Donc en fait, on va promouvoir une illusion. Et donc la PMA est effectivement, incontestablement, sans certitude, loin s'en faut. Elle pose des problèmes de santé parce que l'injection d'hormones à haute dose pour produire d'un seul coup beaucoup d'ovocytes, alors qu'en principe une femme mûrit un ovocyte par mois, ça n'est pas sans risque. Et enfin, il y a des risques, comme le disait le docteur Orion Caude, pour la santé de la mère, pour la naissance, et risque de santé pour toute la vie de l'enfant. Il y a certains handicaps mentaux qui sont plus répandus chez les enfants nés d'une PMA. Il y a un problème de stérilité plus répandu pour les petits garçons nés de PMA, etc. Et ça n'est pas dit. Je pense que ça n'est pas dit pour deux raisons. D'abord parce que les médecins sont sans doute extrêmement gênés, et voire aussi les médias, extrêmement mal à l'aise, alors qu'aujourd'hui beaucoup d'enfants et maintenant d'adultes sont nés de PMA.
sont très mal à l'aise à l'idée de leur dire, voilà, vous avez un risque très important, enfin vous avez un risque plus important que la population générale. C'est vrai que ça peut inquiéter et angoisser considérablement les personnes concernées. Mais d'abord, dans ce cas-là, on peut toujours, comme pour d'autres problèmes de santé, trouver des moyens d'alerter de manière personnelle les personnes qui sont nées d'une PMA et de manière à ce qu'eux aient peut-être un suivi particulier ou sachent en tout cas ce qui peut arriver. Mais alors justement, pour qu'il y ait un suivi particulier, il faudrait que ces enfants finalement issus de PMA soient bien répertoriés et on a le sentiment que là aussi c'est le flou artistique au nom de l'égalité, de la non-discrimination entre des enfants nés de manière naturelle, on va dire, et des enfants nés de PMA. Alors effectivement, il est difficile souvent à un médecin de savoir comment a été conçu un enfant. C'est-à-dire que, peut-être aussi par manque d'habitude, il ne demande pas comment a été conçu l'enfant, alors qu'aujourd'hui, de plus en plus d'enfants naissent par PMA. Et la population est de plus en plus infertile. Et la population est de plus en plus infertile, absolument. Et les médecins, alors les pédiatres, eux, sont tout à fait au courant de cette question qu'il est nécessaire de poser, parce qu'elle les conduit à vérifier certains aspects de la santé des enfants concernés. Elle les conduit aussi à mieux comprendre ce qu'ils peuvent constater. Et donc les pédiatres, mais depuis des années, savent qu'ils doivent vérifier la manière dont l'enfant a été conçu. C'est dire que ces conséquences de la PMA sont en fait connues. Et alors l'autre raison, je pense, pour laquelle on ne publie pas de manière large les résultats de ces nombreuses études qui ont été faites ces dernières années, eh bien c'est une question idéologique qui est, comme vous le soulignez, de dire que la PMA c'est formidable, ça résout tout, et puis il y a aussi la question qui se profile derrière, c'est que quand on fait une PMA, on peut faire un diagnostic génétique, et je pense qu'un jour on considérera que sont déraisonnables les parents qui font un enfant naturellement. Et puis, il y a déjà une forme de culpabilisation, une forme de pression sur les parents. Par exemple, une femme qui attend un enfant qui a été diagnostiqué trisomique 21, elle va subir beaucoup de reproches, de petites phrases, si elle souhaite le garder. Parce que d'une certaine manière, on considère qu'elle est finalement irresponsable. Finalement, elle ne comprend rien. Finalement, elle n'aime pas vraiment cet enfant. C'est terrible, cette pression qui existe déjà. Je pense qu'elle va beaucoup s'accentuer. Et d'ailleurs, dans le projet de loi de bioéthique, on va élargir les maladies diagnostiquées dans le cadre du dépistage génétique qui peut être fait, notamment dans le cadre d'une PMA. Et puis, il y a un autre aspect, bien sûr. Je reviens à l'autoconservation ovocytaire. L'une des conséquences de cette possibilité qu'auraient toutes les femmes de faire conserver leurs ovocytes sera que une femme qui a une vie professionnelle et qui tombe enceinte à 25, 28, 30 ans, mais implicitement, il y aura un reproche, plus ou moins implicite ou explicite d'ailleurs, qui sera de dire mais comment vous faites un enfant maintenant alors que de toute façon vous pouvez le faire plus tard? Qu'est-ce que vous venez nous casser les pieds avec votre grossesse? C'est pas le moment, vous nous gênez, vous gênez l'entreprise. Et donc, tout ça est lié aussi, d'abord à une forme de libéralisme sans frein, et tout ça est lié aussi, bien sûr, à des intérêts financiers. Pour prendre un exemple très précis, les hormones qu'on utilise pour les fécondations in vitro, pour faire des prélèvements ovocytaires, et qu'on utilisera aussi pour des autoconservations d'ovocytes, eh bien, ces hormones sont extrêmement coûteuses. Elles pèseront lourd sur le budget de la sécurité sociale et les laboratoires en profitent, bien entendu. Il y a aussi cet aspect-là des choses. En fait, tout cela devient un énorme business de la procréation, un business international, puisqu'il y a l'autoconservation ovocytaire, il y a les questions de diagnostic génétique, il y a tout ce qui concerne la PMA et bien sûr la gestation pour autrui. Et le projet de loi dont nous parlons, on parle là de PMA sans père, et on parle de PMA sans motif médical puisqu'on parle de femmes fécondes. Donc on est en train d'aller vers une ultra-technicisation, une technicisation inutile quand on parle de femmes fécondes et une technicisation qui bien sûr intéresse beaucoup de gens et représente des intérêts financiers bien réels. Vous avez évoqué tout à l'heure la question des embryons, justement du tri embryonnaire au moment de la PMA, mais il y a également la question des embryons surnuméraires dont le devenir reste aujourd'hui incertain. C'est-à-dire que les embryons qui ne seront pas, entre guillemets, utilisés pour les fécondations, on se demande aujourd'hui un petit peu ce qu'ils deviendront.
Alors, c'est un grand problème qui se pose en France. Il y a aujourd'hui 220 000 embryons dans les congélateurs français. Au départ, ce qui a été fait pendant des années, parce que pour expliquer les embryons surnuméraires, à ceux qui nous écoutent, les embryons surnuméraires, c'est lié au fait que en France, parce que c'est pas le cas dans tous les pays, en France, quand on fait une PMA, pour avoir le maximum de succès, on veut faire le plus possible d'embryons, parce que il faut dire que dans le cadre de l'infertilité, c'est pas très facile, hein, surtout quand on n'en connaît pas la cause. Donc on fait, si je puis dire d'un seul coup, pas mal d'embryons. On en implante plusieurs. Après, on fait éventuellement une réduction embryonnaire s'il y en a trop qui se développent. S'ils vivent tous, s'ils se développent tous dans le sein maternel. Et puis, s'il y en a davantage, on en met au congélateur, en principe, pour une éventuelle PMA ultérieure. Et quand il n'y a plus de projet parental, comme ils disent, comme ça on évacue le mot enfant, hein, et on n'est que focalisé sur le désir de l'adulte, projet parental, quand il n'y a plus de projet parental au bout de 5 ans, avant, ces embryons étaient détruits. Et maintenant, on propose au couple s'il veut détruire ces embryons ou s'il veut les donner à la recherche. Ça, c'est assez récent. Et là, le projet de loi de bioéthique ouvrirait une troisième possibilité. Le couple pourrait dire aussi, nous sommes d'accord pour que les cellules embryonnaires de leur embryon soient utilisées, et je cite, pour des médicaments de thérapie innovantes. Mais malgré son progressisme, la gauche n'était pas obligée de renier pour autant la nation. Et c'est la première chose à retenir. Le nationalisme n'est pas automatiquement réactionnaire. Il l'est par la force des choses, en fait, car le grand capital est mondialiste et veut conséquemment détruire les nations. Le nationaliste est bien capable d'accepter des immigrés, pour peu que cette immigration ne mette pas en danger le lien national. Comme dit précédemment, la nation ne représente pas une race d'hommes chauvins, elle est une chimère ethnique et même culturelle d'ailleurs. Il n'y a qu'à voir la richesse et la diversité de nos régions françaises. En revanche, elle doit conserver un socle culturel ou religieux commun, qui lie ses habitants entre eux. Le conservatisme d'un nationaliste peut très bien s'arrêter là. Et donc, le nationaliste n'est pas raciste, il n'est pas non plus xénophobe par essence, par nature. Le problème, en fait, c'est le communautarisme, engendré par l'immigration de différentes communautés culturellement bien différentes. Et ce communautarisme, je le dis, c'est une sécession, une véritable sécession culturelle d'avec le reste de la nation. Ce communautarisme qui permet justement la création de poches communautaires au sein de la nation, des poches communautaires très ethniquement mais surtout très culturellement distinctes par rapport au reste des habitants de la nation française, habitants dits de souche en fait, qui ont des ancêtres qui sont sur ce sol depuis parfois des siècles. En 1791, alors que la Révolution déchristianisait la France, réquisitionnait les biens d'église, prenait le contrôle du clergé par la constitution civile, elle donna la citoyenneté aux Juifs. Indéniablement parmi eux, une élite bourgeoise allait prendre le pouvoir et dominer la France. Et entre toutes ces élites juives, une certaine dynastie appelée Rothschild. Napoléon a d'ailleurs voulu fondre dans la nation ce peuple nomade et dispersé. Il disait que les Juifs ne s'intégraient pas assez. Mais en créant le consistoire, Napoléon a finalement aidé une partie minoritaire, mais puissante, de cette communauté à prendre le pouvoir et le contrôle de la France. Il a fallu trouver un terrain, et je m'associe aux remerciements formulés à l'instant à l'endroit de la ville de Paris. Attirer des financements, et je tiens à saluer l'ensemble des donateurs qui, partenaires institutionnels, associations, fondations, cher David de Rothschild, cher Éric de Rothschild, cher Patrick Drahi, ont rendu ce projet possible. Je crois pouvoir le dire à tort en faisant référence à Simone Veil dans les termes où on l'a utilisé. Elle a des mots très durs sur le déracinement des Juifs. Et elle a une phrase dans un de ses écrits terrible où elle dit « Les Juifs sont les déracinés et au fond, c'est ce qui les met dans le même lot que les Lumières, 1789, l'Europe et la République. » Puis après, elle continue, elle va jusqu'à la face sombre de la République en parlant du colonialisme. Et elle crée, ce faisant, quelque chose, d'une part, qui ne m'était pas apparu si clairement jusque-là, de ce qui, en effet,
lie les Juifs à la République. Ce qu'elle appelle le déracinement, c'est le fait qu'il n'y a pas un lieu fixe, unique, qui épuise tout. Qu'il y a d'abord et avant tout, toujours, la dignité de l'homme comme guide. Qu'il y a ensuite l'hospitalité, qui fait que décider d'habiter un lieu est toujours déjà l'ouvrir à l'autre. Et qu'il y a toujours un rapport à l'universel. Dans ce triptyque, qui, je crois, construit aussi une part de vérité du judaïsme, il y a une part de vérité de ce qu'est la République. Peut-être que pour certains, la République est déracinée. Je crois très profondément que partout où il y a la dignité de l'homme libre, l'hospitalité et le goût de l'universel, elle est là. Et ce centre en est la formidable métaphore. Le CRIF, c'est un partenaire des pouvoirs publics. Il est reconnu comme représentant la communauté juive organisée. Et vous avez raison de souligner que le dîner crée peut-être cette illusion qu'il se décide des choses au dîner du CRIF. Et que si on va au dîner du CRIF, c'est qu'on reçoit des ordres, qu'on reçoit des conseils, qu'on reçoit des injonctions de la part des institutions juives. Est-ce que vous allez un peu... Parce que si vous voulez, les gens ont été vachement choqués à l'ère Kuckerman de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi, je me rappelle de Kuckerman disant, alors, tel jour, vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si... Non. Donc, est-ce que vous allez un peu changer le... Vous exagérez un tout petit peu. Vous allez les engueuler, vous exagérez un tout petit peu, non? Je sais, vous le connaissez. Je sais un petit peu les discours qu'il a dit. Hein. Non. Moi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu dire, Monsieur le Premier ministre... Ça n'a pas été un peu excessif à un moment donné, cette façon on l'a vu engueuler, vraiment. On l'a vu engueuler les ministres. Et les ministres acceptaient de se faire engueuler. Vous savez ce qu'a dit... Alors, ce soir, au dîner du CRIF, il y aura Nicolas Sarkozy, il y aura François Hollande. En cette année de présidentielle, c'est un passage obligé ? C'est un passage obligé pour ceux qui pensent qu'ils ont la possibilité d'accéder au pouvoir ou d'être réélus, encore que Nicolas Sarkozy n'est pas encore candidat. Ça pose aussi la question de savoir est-ce que le CRIF ne donne pas là une tribune à un potentiel candidat. On le dit, il y a beaucoup de fantasmes autour de ce dîner annuel du CRIF. Il faut dire qu'il y a beaucoup de beau monde. Il y a des élus de droite, de gauche, des ambassadeurs, des dignitaires religieux, des représentants du monde artistique. Est-ce que le CRIF a une influence sur la politique intérieure française ? Le CRIF a une influence sur la politique intérieure française. C'est-à-dire que c'est un lieu qui concentre des enjeux qui concernent spécifiquement la communauté juive. Dans les années 90, il était question là-bas de la spoliation des Juifs de France, des différentes missions mémorielles et historiques de politique publique qui étaient menées sur ces questions-là. Et en même temps, c'est un lieu qui maintenant concentre des enjeux internationaux, des enjeux identitaires qui sont très vastes et qui dépassent largement la communauté juive. Alors, le président de la République sera donc présent, il va prononcer un discours. Est-ce que c'est aussi l'idée de se dire que l'État doit protéger une certaine communauté ? Je pense que c'est l'idée qu'il y a une forme de dette morale entre la République et les Juifs, et comme on l'a dit au début de cet entretien, le fait que le CRIF soit né aussi à ce moment-là où il y a cette trahison de l'État, où les autorités françaises à travers Vichy livrent les Juifs aux Allemands, il y a cette dette morale qui est contractée, et à travers cette rencontre ritualisée, ça permet à la France, ou en tout cas aux autorités françaises, de dire une attention particulière est portée à ce qui concerne les Juifs. Ça tient à cette histoire très particulière, mais c'est vrai que ça suscite des passions, ça suscite des questions, avec l'idée donc que est-ce que ça veut dire que les Juifs auraient une place spécifique dans la société française ? Et c'est une question d'ailleurs qui est abordée régulièrement au sein de la communauté juive, avec la question de savoir est-ce que ce tel rituel est toujours une bonne chose, ou est-ce que ça décuple, ça démultiplie des enjeux avec les risques que ça peut... Bonsoir, merci d'être avec nous. Et Janet Bougrab, bonsoir, merci d'être avec nous. J'ai avec moi Corinne Lepage, bonsoir. Bonsoir. Mais on a encore beaucoup d'invités. Voilà, Harlem Désir, bonsoir. Bonsoir. Il y a beaucoup de monde ce soir. On imagine pourquoi à 3 mois de la présidentielle. Michel Lemaré qui vient d'arriver ici. Je suis avec Roselyne Bachelot. Bonsoir, Madame la Ministre. L'hymne national d'Israël chanté par des députés de la République, l'image est assez rare.
de droite comme de gauche, des parlementaires, des amis d'Israël, pour dire non à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien par Mahmoud Abbas à l'ONU. Mesures de sécurité renforcées, plusieurs centaines de militants pro-État hébreu affluent en fin d'après-midi. Il faut montrer patte blanche. Rien ne doit perturber le meeting de soutien à Israël des parlementaires français. À la tribune, le socialiste Jean-Marie Le Guen l'affirme haut et fort. La France ne transigera pas avec la sécurité d'Israël parce qu'Israël, c'est un miracle. Israël, depuis sa création, ce miracle, disais-je, a étonné le monde. Et ce que nous voulons, c'est rassurer les dirigeants israéliens. Jamais la France ne reconnaîtra de façon unilatérale et sans condition l'État palestinien. C'est justement parce que toute mon histoire, ça a été d'être proche d'Israël. Je voudrais dire que toute ma vie politique, vous le savez, j'ai défendu Israël. Vous avez pu le voir, de nombreuses personnalités, des membres du gouvernement, de l'opposition, François Hollande, Anne Picot, Dominique de Villepin, Corinne Lepage, ils sont tous venus ce soir. Rendez-vous incontournable pour la vie politique française. Bonsoir Xavier Bertrand. J'aurais toujours trouvé un chant d'amour pour Israël et pour ses dirigeants. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Israël, pour vous, c'est intouchable? Israël, c'est intouchable, oui. C'est intouchable. Je les déteste. Je passe mon temps à les maudire. Je voudrais enfin, c'est affreux à dire, mais c'est exactement ce que je ressens. Je voudrais que ce pays soit en ruine. Je voudrais voir la Syrie brûler. Et ses dirigeants aller en enfer. C'est dommage. Moi, j'adore m'y balader. Oui, moi aussi, mais franchement, écoutez, je ne sais pas si dans peu de temps je risque de crever, et il y aura toujours au fond de moi, je n'ai jamais aimé les Palestiniens et jamais les Syriens. Un nationaliste n'est pas raciste, pas plus xénophobe. Il ne doit juste pas intégrer ce genre de communauté, car la nation n'appartient pas à cette communauté d'origine étrangère, mais bien à tous ses habitants. Il ne doit pas accepter qu'une minorité communautaire ne la lui dérobe ni la subvertisse. Alors attention, précision, avant que vous ne soyez choqués, je n'ai pas dit que il faut chasser tous les juifs de France ou tous les musulmans de France. Je dis juste que 1791 était une faute grave, car elle a permis justement de délier de plus en plus le lien national. Et c'est ça qui est dramatique. Alors, j'aimerais maintenant terminer par ces phrases de l'écrivain royaliste Jacques Bainville. Il y a probablement des centaines de siècles que l'homme s'est répandu sur la terre. Au-delà de 2500 ans, les origines de la France se perdent dans les conjectures et dans la nuit. Une vaste période ténébreuse précède notre histoire. Déjà, sur le sol de notre pays, des migrations et des conquêtes s'étaient succédées, jusqu'au moment où les Gaëls ou Gaulois devinrent les maîtres, chassant les occupants qu'ils avaient trouvés ou se mêlant à eux. Ces occupants étaient les Ligures et les Ibères, bruns et de stature moyenne, qui constituent encore le fond de la population française. La tradition des druides enseignait qu'une partie des Gaulois était indigène, l'autre venue du Nord et d'Outre-Rhin, car le Rhin a toujours paru la limite des Gaules. Ainsi, la fusion des races a commencé dès les âges préhistoriques. Le peuple français est un composé. C'est mieux qu'une race, c'est une nation.